Dans un vieux dossier, lorsque la justice n'arrive pas à résoudre une enquête criminelle, il reste toujours pour la famille la solution du détective privé. C'est en dessous, caché. Dans l'affaire Romain Lanuzel, un étudiant de 20 ans disparu à Barcelone en 2007, un ancien gendarme, Jean-François Abgral, est en passe de relancer le dossier. En Dordogne, dans l'histoire de Pascal Labarre accusé à tort de meurtre, c'est Roger-Marc Moreau, criminaliste, qui l'a fait sortir de prison. Aujourd'hui, il pense savoir qui est le coupable. Attention qu'elle sorte pas. Regarde, il y a des œufs. Choupette. Aïsa, on a le mettre pour ce soir? Ah! Ces petits moments de bonheur en famille, Pascal Labarre a bien failli ne jamais les vivre. La vie est belle, on dirait. Ah ben, il faut maintenant, hein. Il faut rattraper le temps perdu. On en profite au maximum. Choupette, viens ici. Il y a près de 20 ans, il est au cœur d'une sordide histoire. On l'a accusé d'avoir sauvagement tué cette mère de famille, Michel Gillet. Pour ce crime, en novembre 2002, il est condamné à 20 ans de prison. Il en fait encore des cauchemars. Et les bruits de clés qu'on entend des surveillants quand ils passent dedans, et le cliquetis des clés, tout ça, ça on ne les oubliera pas. Ça, c'est des choses qui sont inoubliables. Sa fille de 9 ans n'était pas née à cette époque. Hein, Chippy? Elle est pourtant marquée par toute cette affaire. J'adore jouer avec toi. Adore jouer avec moi? Ouais. Et je m'inquiète encore quand il était allé en prison. Ça te gêne ou pas? Oui, un petit peu. J'aime même beaucoup. Tu veux que je t'en parle un jour? De vraiment ce qui s'est passé? Ben, je te fais la promesse qu'un jour, je vais te dire tout ce qui s'est passé. D'accord. Pour comprendre ce qu'a vécu Pascal Labarre, il faut se replonger 18 ans en arrière. À cette époque, il a 33 ans. Il est employé communal. Il habite encore chez ses parents dans un petit village du Périgord. Une vie sans histoire, mais qui va bientôt être bouleversée. Le drame va avoir lieu dans un village voisin. L'Île, 1000 habitants. C'est dans cette maison, un peu à l'écart du village, qu'habite Michel Gillet. Elle a 46 ans. Ici, tout le monde la surnomme Miquette. C'est une femme un peu fragile. À 29 ans, elle a contracté un virus qui l'a diminuée intellectuellement. Mais selon Pierre, l'aîné de ses 3 enfants, elle avait en partie vaincu la maladie. On ne récupère jamais complètement. Attention, c'est une maladie où il y a plus de cas qui passent l'arme à gauche que de gens qui s'en sortent. Donc on a eu de la chance, elle est là, elle était là, donc elle a réussi à s'en remettre très difficilement, ça a été long, mais à la fin, elle se débrouillait toute seule, c'était une personne autonome, comme une personne lambda. Le mardi 1er septembre 1998, un voisin découvre Miquette morte sur sa terrasse. Elle a été assassinée. C'est le début d'une enquête aux multiples rebondissements. La brigade de gendarmerie la plus proche est alertée. Le gendarme Thierry Bordet arrive le premier sur les lieux. Aujourd'hui, Thierry Bordet coule une retraite paisible sur la côte atlantique. Des meurtres sordides, l'ancien gendarme n'en a pas connu beaucoup dans sa carrière. Alors forcément, cette scène de crime, il ne l'a pas oubliée. La dame est allongée avec les vêtements un peu dévêtus, le slip baissé, un seau à côté, elle présente des traces de sang. Donc c'est pas un accident, quoi. Visiblement, au premier abord, c'est pas un accident. Donc à ce moment-là, on ne touche à rien et on attend l'arrivée du médecin pour les premières constatations. L'autopsie révèle que Miquette a été frappée à plusieurs reprises à l'arrière du crâne, puis étranglée. Le meurtrier aurait aussi tenté de la noyer en plongeant sa tête dans un seau d'eau. Bien qu'en partie dévêtue, elle n'a pas été violée. Sa maison ne porte aucune trace de vol ni d'effraction. Les soupçons se portent sur son ex-mari. Ils sont séparés depuis 8 ans. Entre eux, c'est la guerre. L'objet du conflit,
la maison dans laquelle Miquette vit. Elle appartient à son ex-mari. Je pense que ma mère voulait rester à la maison et puis mon père il voulait aussi la récupérer, je pense, à l'époque. Et puis voilà, ça a créé une discorde. 3 mois avant la mort de Miquette, l'ex-mari est visiblement à bout. Il appelle la mairie du village et demande à parler au maire, comme le raconte la secrétaire lors de son audition devant les gendarmes. Il a téléphoné à la mairie et m'a demandé de parler à monsieur le maire. Le maire m'a indiqué par la suite qu'il était embêté, car il lui demandait de l'accompagner le lendemain matin pour expulser sa femme de son domicile. En l'absence de décision de justice, le maire a refusé. Tout semble donc désigner l'ex-mari. Mais les gendarmes vont déchanter car il a un alibi. Au moment du meurtre, ce chauffeur routier affirme qu'il était en livraison dans cette zone industrielle près de Bordeaux, soit à 200 km du village de Miquette. Selon ses déclarations, il a ensuite dormi sur place, dans son camion. Puis au petit matin, il a poursuivi sa tournée. Pour prouver ce qu'il avance, il fournit aux gendarmes les disques de son camion qui enregistrent tous ses déplacements. Son camion est vérifié, les disques de contrôle sont étudiés, on prend contact avec ses patrons, avec les fournisseurs. Il semble ne pas pouvoir être dans le secteur au moment des faits, quoi. C'est une piste qui s'effondre, mais les gendarmes en tiennent une autre. Car la police scientifique a fait parler la maison de Miquette. Sur la moquette, les enquêteurs ont relevé des traces de sperme. Ils apprennent aussi qu'elle a fait plusieurs tests de grossesse. Ces indices les mettent sur la piste d'un amant. Le voisin, celui qui a découvert son corps, est suspecté. On s'aperçoit qu'il vient régulièrement la voir, il vient porter son pain. Et puis, en l'auditionnant, il arrive à nous avouer qu'il a une petite relation avec Madame Gillet. Quant au meurtre, non, il nie totalement, quoi. On voyait qu'il était sincère dans ses déclarations et on a vérifié son emploi du temps et il s'avère qu'au moment des faits, il ne pouvait pas être sur place puisqu'il était en famille avec son épouse et sa fille. 4 mois après le meurtre, les gendarmes sont dans l'impasse. Ils se replongent dans le dossier, relisent une à une les auditions. Celle de Pascal Labarre retient leur attention. Ils l'ont interrogé au tout début de l'enquête, parce qu'il vient souvent du côté de chez Miquette. Sa sœur vit en contrebas de sa maison. La grosse maison, c'est celle de ma sœur, Monique, qui était vendue maintenant. Et en haut, on a la maison de Michel Gillet, avec dont la fameuse terrasse. Miquette est amie avec la sœur de Pascal. C'est donc tout naturellement qu'il fait sa connaissance et se met à lui rendre des services. Je fais un peu de bricolage, arrange sa télé, c'est une bricole. Tout simple, comme tout le monde fait à chacun, quoi. Poser un coup de main, elle lui donne un petit coup de main. Puis ça s'arrêtait là. On mettait sur la cheminée, on prenait un café, et puis on redescendait. Vous leur avez dit quoi, les gendarmes? Que je connaissais Miquette, que bon, c'était une amie parce que moi je venais faire les travaux ici. Pour moi, c'était juste une amie, quoi. C'était sans plus, ça s'arrêtait là. Mais Pascal ne fait pas bonne impression. Les gendarmes le trouvent confus dans ses explications. Le 11 janvier 1999, 4 mois après le meurtre, il le place en garde à vue. La vie de Pascal Labarre bascule. En Espagne, dans une autre affaire, c'est la vie de toute une famille qui a été bouleversée. Mireille Lanuzel est à la recherche de son fils. Il a disparu dans ces rues du centre de Barcelone. C'était il y a 9 ans. Mais Mireille n'a jamais baissé les bras. Elle placarde encore des avis de recherche. On va mettre là, on va mettre juste en dessous, caché. On se rend compte parfois que lors de disparitions, certaines enquêtes se dénouent plusieurs années après. Quelqu'un peut parler et se dire oui, c'est vrai, bon, maintenant on n'a aucun risque, on peut parler, on peut. Donc pourquoi pas? Il faut tout tenter, tout essayer, même si voilà, on a un
chance vraiment infime d'avoir une réponse. Anthony, son frère, ne comprend toujours pas ce qui a pu se passer. Il était bien dans sa peau? Oui, voilà, oui, on n'a jamais eu pensé qu'il y avait des problèmes qui pourraient faire imaginer qu'il voudrait partir d'un coup, par exemple, comme ça. C'est pas le genre qui allait fuguer ou qui se sentait mal au point de ne pas nous parler de ses problèmes, par exemple. Romain avait 20 ans. Il était étudiant en langue. Il a débarqué à Barcelone avec son ami Renaud, 2 mois avant sa disparition. Il venait passer une année d'études dans le cadre du programme d'échange Erasmus. Ce matin du 13 novembre, il part pour la fac, comme d'habitude. Il a un examen d'anglais. Romain termine son examen à 13 h. Il salue son ami Renaud, puis rentre chez lui. En fin de journée, il prend la direction du centre de Barcelone. Il est 18h57 quand il sort du métro. Il appelle Maria, sa colocataire, pour la prévenir qu'il a du retard. Je crois que nous étions en cours à la fac. Et oui, il nous a appelés, il nous a dit qu'il viendrait. Et finalement, il n'est pas venu. On s'est dit qu'il était allé faire autre chose. On ne s'est pas inquiété de ne pas le voir. À vrai dire, on ne se voyait pas beaucoup. Il avait sa vie et nous la nôtre. Et c'était courant qu'on ne se croise pas à la maison pendant des jours. Et quand tu es jeune, que tu vis ta vie, jamais tu n'imagines que quelqu'un va disparaître. À l'approche du week-end, ses amis de Barcelone commencent à trouver son silence inquiétant. Romain a raté une soirée, ce n'est pas dans ses habitudes. Son ami Renaud lance l'alerte sur un forum Erasmus. Mireille est sans nouvelles de son fils depuis 5 jours. Rongée d'angoisse, elle se connecte sur ce forum. Et là, je vois, Renaud avait écrit en anglais, Romain, where are you? Tout en anglais, où es-tu? Tu parles, en général, tu parles beaucoup, tu nous envoies des SMS, on n'a plus de tes nouvelles, aucune trace de toi. Et là, à la seconde, j'ai paniqué, je réagis surtout. Donc, j'appelle l'université là-bas et pas de réponse. J'appelle ensuite l'université à Brest, toujours pas de réponse. Là, je dis, bon, ben maintenant, j'y vais, je pars. Le lendemain matin, elle arrive à Barcelone et prévient la police. Mais les enquêteurs vont être confrontés à un sérieux problème. Le dernier coup de téléphone de Romain était passé à la sortie d'une station de métro. Des caméras de vidéosurveillance ont peut-être filmé ses déplacements. Mais l'inspecteur Sanchez lui annonce une mauvaise nouvelle. Nous aurions pu obtenir les enregistrements de caméras de surveillance si nous avions eu l'information immédiatement. Mais Romain a disparu le 13 novembre 2007. Et nous n'avons eu l'information que le 20 novembre, soit une semaine après. La conséquence, c'est que s'il a été filmé par des caméras, celles du métro par exemple, ou d'autres lieux, les images ont été effacées. Une semaine après, c'est trop tard. À Barcelone, les images de vidéosurveillance ne sont conservées que 4 jours. Où Romain est-il allé après son dernier appel? A-t-il repris le métro? Est-il monté dans un bus? A-t-il continué à pied? Impossible de le savoir. Les policiers le cherchent dans tous les hôpitaux de la ville, les commissariats, les prisons, les morgues. Il passe son appartement au peigne fin, sans aucun résultat. Ils analysent même tous les appels téléphoniques des amis de Romain. Il y avait environ 200 000 téléphones qui étaient actifs dans la zone au moment où Romain a disparu. On a cherché à savoir si l'un de ces téléphones pouvait correspondre à celui d'un de ses amis. Et on est même allé plus loin. On les a comparés à tout leur répertoire pour savoir si un ami ou une connaissance de l'université était entré en contact avec Romain à ce moment-là. Et rien. Non, ça n'a rien donné. L'enquête de la police n'avance pas.
Mireille se demande alors si son fils n'avait pas un comportement à risque dans la vie. Elle mène sa propre enquête et rencontre ses amis. Ah, bonjour Martha. 2 de ses copines de fac habitent toujours Barcelone. Oui. Et toi? Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. En fait, ça fait 9 ans. Oui. Bonjour, merci. Martha et Mercé ont souvent fait la fête avec Romain. Elles n'ont rien remarqué de dangereux dans son attitude. David de Galicia, Roman et Renaud. Nous étions jeunes, nous avions 20 ans. On profitait de la fac, de la fête. On rencontrait des gens. On vivait le moment, quoi, la jeunesse. On s'amusait bien, il n'y avait absolument aucun problème. Il n'y avait pas de drogue, ni d'alcool. On ne couchait pas avec n'importe qui. Enfin, rien, quoi. On était des jeunes de 20 ans, sains. Il n'y avait rien de bizarre. Je l'ai eu une semaine avant sa disparition au téléphone, où ce terme exact était « Je suis ravie de m'en aller à Barcelone ». Rien ne pouvait présager telle disparition. Désespérée, 7 mois après la disparition de son fils, Mireille tente de médiatiser l'enquête. Bon dia, buenos días. Buenos días. Avec Renaud, le meilleur ami de Romain, elle passe un appel à témoins. Pour l'occasion, elle a appris quelques rudiments d'espagnol. Obligamente, alguien debe haber visto algo y sabe lo que pasó aquel día. Es terrible para mí, su madre, no tener ninguna noticia de Román desde 7 meses. Solo suplico, ayúdame a encontrar a Román. Esta situación se ha vuelto inaguantable. Solo tengo preguntas, pero ninguna respuesta. Courage, Mireille. Ánimo. Gracias. Merci, tous les deux. És la foto del Romain. Son cri de désespoir en direct ne donne rien. En 2012, 5 ans après la disparition de Romain, elle s'adresse cette fois-ci à Antonio Baquero, journaliste à El Periódico, l'un des grands quotidiens de Barcelone. Mireille, elle m'a appelé au téléphone, elle m'a raconté son histoire et elle m'a demandé si je pourrais refaire encore un article sur ça. J'ai dit absolument, parce que quand on travaille sur les cas de disparition, tu découvres que les gens, les familles des disparus, ils n'ont pas un endroit où aller pleurer, ils n'ont pas un endroit où aller mettre des fleurs. Donc ils ne peuvent pas faire le deuil. L'article n'apporte pas de nouvelles pistes. Mais Antonio est ému par le combat de Mireille. Entre eux, une amitié est née. Bonjour Antonio. Bien. Et ça toi? va? Oui, bien. Ils se voient à chaque voyage de Mireille à Barcelone. Ok, génial. Comment vas-tu? Ça va? Et à chaque fois, Antonio lui apporte un peu d'espoir. On a fait des cas de disparition qui un jour, parce que quelqu'un qui est en prison, il dit, je vais parler au juge, j'essaie, et on trouve encore quelqu'un qui est porté disparu depuis une année, 15 ans. Voilà. Donc vous essayez de dire il y a de l'espoir. Absolument, il y a l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'ils sont là. Je me dis, au moins, dans les 10 années qui suivent, il y aura bien quelque chose qui va. Et on ne lâche pas, on continue, il y aura bien une poussière d'indices qui va nous aiguiller vers un chemin. Et voilà, et c'était ce qui nous manquait. En Dordogne, l'enquête sur le meurtre de Miquette connaît un incroyable rebondissement. Le 11 janvier 1999, 4 mois après le meurtre, Pascal Labarre est convoqué pour la 2e fois par les gendarmes. Les frissons qui commencent à arriver. J'ai l'impression de revivre le moment, l'instant d'être rentré là-dedans et de ne pas en ressortir. Je ne peux pas rester là. C'est un truc que je ne supporte pas. Alors qu'il pensait venir pour une simple audition complémentaire, il est en fait placé en garde à vue. Toute la journée, les gendarmes le poussent dans ses retranchements. Et au bout de 10 heures, il craque. Pascal Labarre raconte qu'il aurait entretenu depuis quelques mois une relation avec Miquette. Elle aurait voulu mettre un terme à leur liaison. Il serait alors rentré dans une colère noire.
Le dimanche matin, il serait venu chez elle une première fois. Il l'aurait giflée. Puis il serait revenu l'après-midi et la dispute aurait mal tourné. Pascal aurait alors tué Miquette. Voici ce qu'il aurait déclaré sur procès-verbal. Je défais le parasol que je pose sur la table, je prends le piquet blanc et je frappe Miquette qui se trouve au sol. Sur le corps, le visage et la tête. Je la frappe de colère. Plus loin, il ajoute. J'ai essayé de noyer Miquette dans un seau d'eau. Un peu plus tard, il précise encore. J'ai essayé de l'étrangler. J'enlève mon lacet de ma chaussure, je passe le lacet autour de sa tête. J'ai serré pendant 3 minutes et j'ai relâché ma pression. Les détails qu'il donne coïncident de façon troublante avec la scène de crime. Miquette est décédée de coups derrière la tête. Elle a bien été étranglée. Et un seau d'eau ensanglanté a été retrouvé à côté d'elle. Thierry Bordet et ses collègues sont persuadés de tenir le tueur. Mais quand on connaît l'histoire, si on se passe l'image, c'est tout à fait... C'est ça, quoi. C'est ce qui s'est passé. Enfin, moi qui étais sur les lieux et qui ai vu le corps, c'est tout à fait... C'est ce qui s'est passé, quoi. Il n'y a que l'auteur des faits qui pouvait le savoir. Le gendarme connaît bien Pascal Labarre. C'est lui qui a repeint la grille de la gendarmerie. À la fin de la garde à vue, Pascal lui tombe dans les bras. Il me parle et il me dit voilà, j'ai fait une grosse bêtise. Et il reconnaît qu'il a fait une grosse bêtise et il pleure, mais voilà, c'est spontané chez lui. Hein. Il se confie un peu à moi parce qu'on se connaît. Il était effondré et il avait l'air tout à fait sincère dans ses dires. Pendant ses aveux, Pascal Labarre leur a indiqué l'endroit où il a jeté le pied de parasol. Au fond de cette rivière, près de ce moulin, où il a l'habitude de pêcher. Le gendarme Bordet accompagne les plongeurs. Ils ont fouillé la rivière entre le moulin et le barrage, en amont et en aval, mais bon, malheureusement, on n'a pas découvert de pied de parasol. L'arme du crime est introuvable. Pour Pascal Labarre, ce n'est pas une surprise. Il ne l'a jamais jeté à cet endroit. D'ailleurs, tout ce qu'il a raconté aux gendarmes est faux. Selon lui, ses aveux lui ont été extorqués sous la pression. C'était des petits pics, des trucs comme ça, t'as un jour qui passait dans le dos, mais alors, vous êtes sûr que c'est pas comme ça que ça s'est passé? On le sait que c'est vous, dites-le. On vous bourre le crâne, c'est un lavage de cerveau. Et c'est suffisant pour faire craquer? Oh oui, largement. Sans venir aux mains, parce qu'ils n'en sont pas venus aux mains, mais au moral, c'est impressionnant. C'est le moral qui en prend un coup. Mais comment vous avez trouvé ces détails? Ben, c'est toi qui m'as aiguillé dessus. Enfin, c'est quand même C'est des questions que m'a dit, mais comment ça s'est passé? Des fois, vous l'auriez pas étranglé. Ben, j'ai dit, peut-être, si vous qui le dites, j'ai peut-être étranglé. Avec quoi? Ben, j'ai dit, avec quoi? Ben, moi, j'avais rien sous la main, donc j'ai rendu mes chaussures, puis je disais, ben, au hasard, je suis pris avec mes lacets de chaussures. C'est quand même étonnant d'avouer ça, alors qu'on n'est pas innocent, quand on est supposé être innocent. Oui, mais quand on est sous pression, quand on vous tourne la tête, quand on est dans un autre monde différent, on n'a plus de point de repère, on n'a plus rien, je vous dis, c'est la catastrophe. On dit n'importe quoi. Le juge le met en examen, il est écroué. Mais il y en a un qui ne croit pas en sa culpabilité. Tiens. C'est son copain d'enfance, Gérard Rusquin. Je crois que c'est ma sœur, elle m'a dit, t'as écouté la radio ce soir? Ben, j'ai dit non, pourquoi? Ben, elle me dit, on parle de l'affaire de Pascal Labarre et tout ça. Je dis, Pascal, qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Et puis quand j'ai écouté la radio, là, j'ai compris. J'ai compris que les gendarmes l'avaient quasiment inculpé du meurtre de Michel Gillet. Quoi. Vous êtes dit quoi, à ce moment-là? J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je connaissais Pascal, il nous aurait dit, effectivement, j'ai fait une connerie. Et bien tant pis, je vais payer. Mais il nous disait, non, c'est pas moi. Ne me laissez pas, c'est pas moi. Et là, je me suis dit, c'est pas lui, c'est pas possible. C'est pas possible. En effet, un mois après son incarcération, revirement de situation.
Du fond de sa cellule, Pascal Labarre clame son innocence. Gérard, lui, en est définitivement convaincu quand il est convoqué par les gendarmes. Je suis allé là-bas et j'ai commencé à faire ma déposition. Alors on essaie de retracer l'emploi du temps de Pascal. On retrace l'emploi du temps, la partie. Bon, alors on sait que le samedi, donc, il est allé à la pêche toute la journée. Alors là, je dis, je vous arrête tout de suite. Il me regarde, il me dit, pourquoi? Je dis, je vous arrête tout de suite, c'est pas vrai, c'est faux. Mais je dis, là, déjà, et texto, je leur dis, là, il vous a raconté des conneries. Mais des grosses conneries. Le gendarme me dit, pourquoi? Je dis, le samedi, il était avec moi toute la journée. Ah, il dit, vous pouvez vraiment témoigner, vous en êtes sûr? Je dis, évidemment, j'en suis sûr. On a déménagé les beaux-parents le samedi. C'est ça. Mais son témoignage ne pèse pas lourd. Pascal Labarre a fait des aveux trop détaillés aux gendarmes. En novembre 2002, 4 ans après le meurtre de Miquette, son procès s'ouvre. Au bout de 3 jours, le verdict tombe, 20 ans de prison. Ça a été le coup de massue, quoi. C'est... Et puis là, tout s'écroule. On a réussi quand même à le prendre dans nos bras. On était tous en pleurs, évidemment. Et on a dit, t'inquiète pas Pascal, on te laisse pas tomber, on restera avec toi, on te lâchera pas, t'inquiète pas, et c'est ce qu'on a fait. Pascal Labarre aurait pu passer une bonne partie de sa vie derrière les barreaux. Mais sa famille, ses amis, se mobilisent. Ils engagent un homme qui va le sauver de ce cauchemar. Roger-Marc Moreau est un criminaliste réputé, un spécialiste des erreurs judiciaires. Quand il découvre le dossier, il n'est pas très optimiste. Même si le monde judiciaire s'en défend, les aveux, c'est l'élément essentiel encore du procès pénal. Lorsque l'on a avoué les faits, eh bien, on a beau essayer de revenir sur ces aveux systématiquement, les condamnations tombent parce que les aveux semblent être dans l'ADN de notre système judiciaire comme étant l'élément fondamental et le plus probant. Roger-Marc Moreau va réussir à inverser la tendance. Mes amis. Soyez le bienvenu. Ça va, c'est ça. La forme? Mais oui. Grande forme. Il n'a pas revu Pascal depuis 8 ans. Il représente quoi pour vous, Roger-Marc? La liberté, il représente. Sans lui, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Allez, viens, Pascal. Allez. On va se remettre à... Roger-Marc Moreau a mené une contre-enquête. Et en lisant les aveux de Pascal Labarre, il relève de multiples contradictions. À commencer par la prétendue arme du crime. Pascal Labarre avoue l'avoir tué avec un pied de parasol. Or, ça ne peut pas correspondre. En effet, le diamètre d'un pied de parasol ne correspond pas au diamètre des blessures retrouvées sur le crâne de la victime. Puis il s'intéresse à l'heure du crime. Pascal Labarre déclare avoir tué Miquette l'après-midi. Une autre incohérence selon Roger-Marc Moreau. Michel Gillet va téléphoner à sa mère. Il est plus de 19 h. Elle est censée avoir été martyrisée toute la journée, frappée et refrappée. Or, elle est tout à fait normale au téléphone. Elle ne dit pas à sa mère que quiconque l'a agressée. Elle semble tout à fait normale, calme et tranquille. Pour finir, c'est la nature même de la relation entre Pascal et la victime qu'il remet en cause. Toute la propriété, tout va être passé au peigne fin. On ne retrouve rien, pas un cheveu, pas un poil de moustache dans la maison de Madame Gillet qui correspond à Pascal Labarre. Ce qui prouve qu'il non seulement il n'avait pas l'habitude d'y venir, et deuxièmement qu'il n'avait pas de relation sexuelle. Donc c'était bel et bien des faux aveux, des aveux extorqués. Ces incohérences vont jouer en faveur de Pascal Labarre. En juin 2003, lors de son procès en appel, il est acquitté et innocenté. Après 4 ans et 5 mois passés en prison, il est libéré. Tu vas bien? Ouais, ça va. T'as dormi? Non. Il peut enfin retrouver toute sa famille. Je suis libre. Pour moi, c'est primordial, mais surtout, je suis innocent. S'il n'est pas coupable, alors qui a tué Miquette? Tous les espoirs reposent maintenant sur l'ADN. Les techniques d'analyse ont considérablement progressé depuis le meurtre. Les prélèvements réalisés sur la scène de crime pourraient parler et mener au véritable tueur.
C'est ce que croit Isabelle Forroche, l'avocate de la fille de Miquette. Elle dépose plainte contre X et relance les investigations. Mais elle va tomber des nues. En 2004, on relance la procédure en nous disant on a les scellés, on doit pouvoir analyser ces scellés et rechercher de manière différente. Et on apprend au cours de la procédure, mais j'oserais dire au détour de la procédure, qu'alors qu'on avait redéposé notre plainte, les scellés ont été détruits. C'est une grave erreur. Je pense que c'est une erreur, oui. On a manifestement raté une occasion, ça c'est clair et net. Normalement, la justice a l'obligation de conserver les scellés pendant 10 ans. Mais là, pour une raison inconnue, ils ont été détruits au bout de 7 ans. Désormais, la solution ne peut venir que d'un nouveau témoin. Quelqu'un qui connaîtrait l'identité du tueur et qui n'aurait jamais parlé. « 18 ans plus tard, c'est peut-être ce qui va se passer. Roger-Marc Moreau va rencontrer une personne qui n'a jamais été entendue par les gendarmes. Elle a des révélations à lui faire. Peut-être la fin de l'énigme du meurtre de Miquette. En Bretagne, Mireille, elle aussi, a engagé un détective, Jean-François Abgral. Cet ancien gendarme a à son palmarès quelques belles victoires. Il a participé à l'identification et à l'arrestation des tueurs en série Francis Saulme et Émile Louis. Avec sa collègue, il a repris l'enquête sur Romain Azéro. En interrogeant tous ses amis, en explorant son ordinateur, il découvre un jeune homme avide de rencontres et insouciant. Trop peut-être. Il allait aborder les gens dans la rue? Oui. Sans filtre? Pour avoir des contacts. Pour essayer de draguer une fille, sur le blog sur lequel, ces blogs où il allait, c'était comment aborder une inconnue et séduire une inconnue dans la rue. Bon, c'est se mettre en danger finalement. Hop. Les deux enquêteurs sont convaincus que Romain a fait une mauvaise rencontre. Ils étudient alors tous les cas d'agression violente à Barcelone à cette période et trouvent un suspect. Bonjour Mireille. Ils viennent en parler à Mireille et à Jean-Michel, le père de Romain. Bon, on va faire un point sur tout ce que nous on a avancé. Oui. Tout à fait, c'est important. L'individu qu'il soupçonne s'appelle Oscar Castro. Il est équatorien, il a été arrêté pour meurtre et viol sur de jeunes hommes au début de l'année 2012. Dans l'enquête menée par la police de Barcelone, certains éléments ont attiré l'attention de Jean-François Abgral. Il va expliquer aux enquêteurs qu'il est venu à Barcelone, en venant d'Équateur, il est venu à Barcelone dans le but, dixit, de chasser des jeunes hommes blancs d'une vingtaine d'années, étudiants et étrangers. Or, tous ces paramètres, tous ces critères, ce sont ceux de Romain. Oscar Castro est un séducteur qui gravite dans les cercles littéraires de Barcelone. C'est là que Domingo Costello l'a rencontré. Là, c'est Oscar, et moi, je suis là. Il avait de l'allure avec sa veste en cuir. Il était toujours bien habillé. Ensemble, ils ont donné des récitals de poésie. C'était vraiment un grand poète, un grand orateur, mieux que personne. Il était très bien éduqué. Il attirait l'attention. Quand on le croisait, c'était impossible de ne pas le remarquer. Mais Oscar Castro est un drôle de personnage. En fait, il a deux visages. La nuit, dans les bars de Barcelone, il cherche des proies, des jeunes hommes en général. C'est ce qu'a appris le journaliste Antonio Baquero. La nuit, il chassait. Il contactait avec eux dans les bars, il les amenait chez lui et il mettait des somnifères dans les boissons. Une fois que ces gens-là se sont endormis, il les violait. Et il faisait des photos. Il les habillait, il les déshabillait. Il habillait de la moitié en haut, de la moitié en bas, complètement sans habits. Et après, des photos de la vie de viol. Mais le 12 janvier 2012, Oscar Castro commet une erreur.
Il drague un jeune Américain d'une vingtaine d'années qu'il ramène chez lui. Comme d'habitude, Castro lui donne des somnifères, mais cette fois-ci la dose est trop forte. Le jeune homme décède. Castro est soupçonné. La police saisit son ordinateur dans lequel elle découvre des dizaines de photos de jeunes hommes dénudés, endormis, certains en train d'être violés. Oscar Castro est condamné à 16 ans de prison ferme. Romain Lanuzel a-t-il été l'une des victimes d'Oscar Castro? La police de Barcelone a exploré la piste. Elle a regardé toutes les photos dans l'ordinateur. Nous avons comparé ces photos à 2 reprises. Et à chaque fois, nous sommes arrivés à la même conclusion. Aucune des victimes ne ressemble à Romain. En Bretagne, la famille de Romain n'est pas convaincue par les conclusions de la police espagnole. Car Castro a fait en sorte de ne photographier que des corps et très peu de visages. En tout cas, dans la période où il a écrit ses textes. Nous savons que dans les photos, ça correspond à peu près à 50 personnes, 50 jeunes hommes en tout cas, et on n'en a identifié que 3, donc il en manque 47. Donc moi, je ne peux pas me satisfaire de la réponse policière en disant bah non, ça n'a pas de lien. Depuis 1 an, Mireille a pris un avocat sur place pour faire valoir son droit à consulter les photos. On se base sur la vision, le jugement de policiers, mais qui ne connaissaient pas notre fils. Or, nous 4, Jean-Michel, Anthony, Frédéric, voilà, les proches de la famille, j'estime qu'on devrait avoir accès aux photos, au moins nous donner cette chance d'essayer de reconnaître notre fils ou pas. Il y a peut-être des signes caractéristiques que ses parents pourraient identifier. Depuis notre tournage, Mireille a été autorisée à consulter les photos prises par Castro. Et elle pense y avoir reconnu son fils. À Barcelone, l'enquête sur la disparition de Romain est en train d'être relancée. Mireille connaîtra peut-être enfin un jour la vérité. Dans l'affaire du meurtre de Miquette, la vérité pourrait elle aussi éclater au grand jour. Et Pascal Labarre retrouver complètement son honneur. 18 ans après les faits, une personne vient de contacter Roger-Marc Moreau, le criminaliste qui enquête sur cette affaire. Un jour, elle m'a adressé un mail m'expliquant qu'elle possédait des informations extrêmement précises et qu'elle pourrait éclairer peut-être cette affaire sous un jour nouveau. Elle pense à détenir la preuve de l'implication d'une personne dans cette affaire de meurtre. Roger-Marc Moreau, enchanté. Ce témoin, le voici. Vous rencontrer. Quelques années avant le meurtre, elle a vécu avec un homme qui connaissait bien Miquette. Petit café. Merci beaucoup. Et qui, d'après elle, lui en voulait à mort pour une histoire d'argent. Nous ne dévoilerons pas l'identité de cette personne qu'elle désigne. Cet homme reste à ce jour présumé innocent. Sur quoi appuyez-vous votre conviction? Plusieurs fois, il me disait vouloir porter atteinte à la vie de Madame Gillet. Il vous disait qu'il voulait s'en prendre à sa vie? Oui. Qu'il voulait la tuer? Oui. Il a même essayé d'y aller pour la tuer, devant moi. Devant vous? Oui. Comment avez-vous réagi? Très mal. Je l'en ai empêché de toutes mes forces. Et ça finissait en bagarre. Hein. Vous pensez qu'elle était capable d'aller jusque-là? Souvent, il disait j'en arriverai là. Elle ne veut rien entendre, elle ne veut rien comprendre. Vous avez la certitude de son implication? Oui. C'est au fond de mes tripes et de ce qu'on va appeler mon petit instinct et de ce que j'ai pu vivre. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé plus tôt? En fait, elle a bien appelé les gendarmes, mais c'était 6 ans après le meurtre. Elle venait d'en avoir connaissance. Vous avez dit quoi aux gendarmes? Que je pensais qu'il était impliqué dans ce meurtre. Et qu'est-ce que vous a répondu le gendarme? Que c'était grave et qu'il allait contacter les gendarmes qui s'occupaient de l'affaire et qu'on m'appellerait. J'attends encore aujourd'hui. Ça aurait dû, pour le moins, faire l'objet de vérification, d'une enquête. Oui, et il n'y en a pas eu. Finalement,
les gendarmes ne l'ont, semble-t-il, pas pris au sérieux. Roger-Marc Moreau pense que c'est une erreur. Est-ce que d'après vous, c'est un témoignage qui peut permettre de relancer cette affaire? Oui, pour moi, c'est un témoignage essentiel, un témoignage très fort, dont on n'a pas tenu compte à l'époque. C'est vraiment un témoignage susceptible de relancer cette affaire. Ce n'est pas le seul témoin à affirmer que cet homme en voulait à Miquette. 14 ans plus tôt, lors de sa contre-enquête, une autre personne avait fait le même genre de confidence au criminaliste. Il retourne voir ce témoin qui lui avait parlé à l'époque. Cette femme a vécu un temps avec cet homme qui était amateur d'armes à feu. Elle aussi se souvient d'un épisode violent. C'était quelques jours avant le meurtre de Miquette. Il disait il voulait faire quelque chose. Quoi? Eh bien, la tuer. Il voulait la tuer. Il voulait la tuer. Il vous l'a dit. Voilà. Il est parti travailler avec ses armes. Oui, travailler. Et moi, j'ai dit, mais du coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais pourvu qu'il ne fasse pas une bêtise. Donc, je suis allé à l'entreprise. Et effectivement, les armes étaient dans la voiture, encore dans une couverture. Et vous avez été rassuré. Et j'ai été rassuré. Parce que vous pensiez à l'époque qu'il aurait pu partir. Qu'il aurait pu, oui. Travailler avec ses armes et en profiter sur le trajet pour tuer Michel. Il aurait pu. Après, j'ai bien dit, bon, on ne peut pas accuser les gens. C'est facile de dire, il va tuer, c'est peut-être pas vrai, parce que des fois, on est en colère après quelqu'un, ouais, ben, je vais le tuer, mais on ne le fait pas. Peut-être qu'il ne l'aurait pas fait, voilà. Mais après, moi, ce qu'il y a dans sa tête, je ne peux pas savoir. Hein. D'ailleurs, Miquette n'a pas été tuée par arme à feu, mais de plusieurs coups sur la tête. Nous avons contacté cet homme. Il affirme qu'il n'a rien à se reprocher et qu'il est innocent. Roger-Marc Moreau pense que ces témoignages seraient suffisants pour que la justice relance l'enquête et peut-être mettre fin à ce mystère qui dure depuis près de 20 ans.